ça y est. Ah, il se sent voilà. C'était prévisible. Les profs, c'est champions du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il passe. Et il se touche. Quel con. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Barbecue F1, sur Radio Mergazenco, c'est le 9e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes en Autriche, à Spielberg, en boîte de nuit, en train d'enchaîner les vodka Red Bull. Et nous allons parler de ce 8e Grand Prix de la saison sur le Red Bull Ring. Et avec moi, autour de la table VIP, nous retrouvons Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando ? Eh ben écoute, très très bien. Je suis descendu de ma tyrolienne pour vous rejoindre en boîte. Ça fait du bien. Après la fraîcheur de la montagne, le chaud de la boîte. Ok, très bien. Et puis avec nous aussi, Charles Carrefour. Écoute, ça va bien ? Ça va Tu t'es fait servir une petite collation yaourt en boîte, là, ça va ? Ouais, elle était bonne. Moi, j'ai pas mis de Red Bull dedans, mais en tout cas, elle était très bonne. J'avais prévu le Kawaii aussi dans la pochette, dans la pocket. Mais il n'a pas plu du week-end, donc j'étais déçu. Ok. Bon, Olivier Pastis va peut-être nous rejoindre, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est parti, on l'a vu partir un peu, se frayer un chemin à travers la piste de danse, et on verra s'il revient. Il était accompagné. On verra ce qu'il se passe. Bon, donc on va parler ensemble de ce Grand Prix de Styrie au Spielberg. Donc, comme j'ai déjà dit, c'était le 8e Grand Prix de la saison. Là, on est en train de passer le premier tiers de cette grande saison 2021. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur ce circuit, sur ce Red Bull Ring ? Alors, Gerhard Berger, qui n'est pas avec nous ce soir, nous dirait que c'est un Grand Prix qui a été grandement dessiné par son grand ami Tilke. On peut aussi dire que nos amis pilotes, ils font à peu près le tour de ce circuit en un peu plus d'une minute, 1 minute 10. C'est un Grand Prix qui a 10 virages et 3 zones de DRS. Et puis, on va suivre un peu le sommaire qu'on suit habituellement. C'est-à-dire, on va commencer évidemment par parler de la base de ce Grand Prix du week-end, c'est-à-dire les qualifications. Et puis, on va quand même parler de ce fait assez important sur les qualifs. Quelque chose d'assez rare que moi, je n'avais encore jamais vu dans ma carrière de spectateur de F1, c'est-à-dire un tête-à-queue de notre ami Valtteri Bottas, qui est un peu une sorte de résumé de sa saison, hein. C'est que bon, il est pas forcément, il faisait peut-être des tests, mais quand même ça lui arrive à lui avec sa Mercedes, tête à queue ou semi tête à queue dans les stands. Il perd derrière sanction 3 places de rétrogradation avant même d'avoir fait les qualifications. Voilà, donc tout de suite coup dur pour Valtteri, sachant que bon, ça fait quelques semaines qu'on dit que c'est, à mon avis, terminé pour lui chez Mercedes à la fin de cette saison. Et puis au final, un résultat de qualification qui, on va en discuter avec nos spécialistes, mais qui pour moi annonçait quand même assez sérieusement le résultat final de ce Grand Prix, c'est-à-dire une pole position de Max Verstappen, suivi d'un Lewis Hamilton, puis un Norris en 3e place, Perez, puis Bottas 5e. On va noter que donc Bottas il avait 3 places, il a pris 3 places de rétrogradation, donc il avait fait plutôt d'assez bonnes qualifications. 6e un Gasly, encore au rendez-vous, hein, toujours au rendez-vous là, Grand Prix après Grand Prix, c'était super solide. Et puis on avait des Ferrari en 7e place en la personne de Charles Leclerc. 8e une Alpine quand même. À noter avec cette fois-ci Alonso, et puis un 9e Stroll, 10e un Russell, extrêmement étonnant, mais 10e sur la grille. Je pense pas qu'il était en Q3, mais arrêtez-moi si je me trompe. Il a fini 11e et par la pénalité de Tsunoda, il est passé 10e. On a notre Tsunoda était pénalisé parce qu'il n'avait pas justement bien laissé passer Bottas. C'est ça, tout à fait. Pendant je sais plus quel truc. La Q3, il a embêté notre pauvre Valtteri qui n'avait pas besoin de cela. Et derrière, il s'est pris lui aussi combien de places de rétrogradation ? 3 places chacun. Ce qui fait qu'au final, Russell est 10e sur la grille, mais il avait malgré tout pas réussi à rentrer en Q3. Écoute, on va commencer par toi, Charles Carrefour. Qu'as-tu pensé de ces qualifications
Au final, encore une pole de Max Verstappen, enfin encore les Red Bull devant, quoi. Ouais, bah, en vrai, la logique, elle est respectée. Hein. Pour le coup, le circuit ne trompe pas. Hein. Le circuit court, la moindre erreur, ça se paye cash, ou en tout cas, les écarts allaient être serrés. Bon, même s'il a mis une pilule, quand même, il met 2 dixièmes à Bottas, qui finit du coup 5e, mais c'est le seul à passer sous la minute 4. Donc, Verstappen est vraiment très, très fort. Et derrière, les Mercedes qui suivent, avec Perez qui arrive quand même à suivre un peu de loin, avec toujours comment il s'appelle, Norris qui arrive à s'intercaler, lui qui arrive à performer en qualif, contrario de son homologue, enfin pas son homologue, mais son coéquipier, un peu plus ça soupe à la grimace. Donc qualif, je dirais, en tout cas pour le haut de tableau, où les personnes qu'on voit devant, ce sont les mêmes depuis le début de saison, donc pas beaucoup surprenant. Je pense qu'il y aura peut-être plus de choses à dire sur le milieu de tableau et surtout sur la fin de tableau, avec une voiture bleue, je pense, qui n'a pas besoin d'être là, enfin, qui n'a pas sa place là, tout simplement. Exactement, donc j'ai pas suivi, je me suis arrêté jusqu'à la 10e place, en tout cas sur la grille, hein. Mais pour autant, on n'a pas parlé des performances de notre ami Esteban qui on veut dire a un peu perdu son chemin quand même depuis on va dire peut-être depuis sa prolongation, et qui se retrouvait en P17 après les qualifs, donc en résultat, je sais pas, tu nous diras Fernando, mais je crois que ça faisait quand même plusieurs années qu'il n'avait pas fait un résultat aussi piteux en qualification. Qu'as-tu pensé, toi, Fernando? On sait que tu aimes bien les Ferrari. Est-ce que après ces qualifs, tu étais un peu plus optimiste suite à quand même ce Grand Prix précédent en France, où ça a vraiment été pas terrible du côté de la Scuderia? Est-ce que tu avais un petit regain d'espoir après ces qualifications du Spielberg? Eh bien, écoute, Jacques, je pense que on espérait un regain, alors pas flamboyant, mais un regain quand même, puisque lors des essais libres, la Scuderia s'était concentrée notamment sur la dégradation des pneus, notamment les hards, suite au Grand Prix de France, qui ne leur avait pas porté, comment dire, de grands résultats au vu je dirais, de l'arrivée au Castellet. Il s'avère que ça a pourtant porter ses fruits, comment dire, sur la course. On en reparlera, comment dire, tout à l'heure. Et on note une bonne 7e place effectivement pour Charles Leclerc, toujours un petit peu le meneur, on va dire, en qualification par rapport à Carlos Sainz. Carlos Sainz, lui, quand on écoute un petit peu, il s'attendait aussi à sortir en Q2, donc pour lui c'est pas trop une surprise, mais comparé effectivement à ce qu'on avait eu, ça laisse espérer, comment dire, un bon retour, comment dire, une bonne remontée pour Sainz durant la course. Pour revenir sur Esteban Ocon, grosse déception. Grosse déception. Là, il faut vraiment que Esteban Ocon, il faut qu'il se réveille, sachant que ce week-end, il avait exactement la même voiture que Fernando. Il faut qu'il arrive à faire fonctionner ses pneus, qu'il arrive à comprendre, je dirais, la voiture. Ça a fonctionné pendant le début de saison. Aujourd'hui, on a un Alonso ce que je l'avais dit la dernière fois, mais qui met un peu à exécution ce qu'il avait, je dirais, mis en prémisse avant de commencer la saison, c'est-à-dire qu'il serait à peu près opérationnel à partir du Grand Prix de France. C'est le cas. Il nous sort une P8. Petit à petit, il ne faut pas que Ocon se laisse, je dirais, aspirer vers le bas par, je dirais, la remontée d'Alonso, puisque psychologiquement, ça peut jouer quand vous avez votre coéquipier qui commence un peu à vous mener. Vous avez tendance un peu à perdre espoir. Il ne faut pas. La note positive, puisqu'il faut quand même garder une note positive pour lui, c'est effectivement son contrat qui est, je dirais, prolongé de 3 ans. Et là-dessus, il doit capitaliser et se dire que voilà, ça lui laisse la marge pour, comme on aime bien le dire, faire le maximum et retrouver le top, comment dire, du plateau. À noter juste un petit point concernant aussi une déception en Q1, celle de Kimi, qui par une erreur de pilotage tombe dans les graviers et se qualifie qu'à la 18e place, donc juste derrière Esteban Ocon. Ok. Bon, alors, est-ce que vous voulez dire encore quelques petits points sur cette qualification? Moi, je trouve que, étant donné qu'elles ont été au final très proches du résultat, justement du résultat final de la course, il n'y a pas forcément besoin de s'y appesantir, parce qu'au final, on va finir par répéter les mêmes choses que ce qu'on dira sur le résultat. Charles, un petit mot quand même.
on peut quand même parler de Ricardo. Ouais. 13e, il prend quand même c'est quasi plus d'une demi-seconde d'écart sur le temps chrono. Ça s'était un peu mieux passé en France, hein, je crois. Je suis même pas sûr, peut-être que ça s'était mieux passé en course. Mais en qualif, il n'est pas du tout. En qualif, là, pour le coup, il est à l'ouest. C'est rageant parce que la voiture a l'air de bien fonctionner avec Norris. Tout à fait. Et pour le coup, c'est pas normal de le voir là. Alors après, il y a quand même du beau monde dans le Q3, mais quand on voit la perte de Norris, on se demande qu'est-ce qu'il fait là, quoi, tout simplement. Donc en course, il arrive toujours à se débrouiller, mais on verra sûrement plus tard. Ok. Bon, et on va passer directement au résultat de cette course. Et donc, comme je l'ai quand même laissé ressentir, hein, c'est qu'au final, on avait un Verstappen en pole qui finit par remporter le Grand Prix. Alors, comme Charles va peut-être pas oser le raconter en direct pendant l'émission, mais certains se sont un peu assoupis pendant ce Grand Prix parce qu'il a été vraiment... Vas-y, Charles, on t'écoute. Je vois pas de quoi vous parlez. Le Grand Prix m'a tenu en haleine le dernier. Non, mais peut-être celui auquel tu rêvais en ronflant dans ton canapé. Celui-là où il y avait beaucoup de duels. Le chassé croisé entre Hamilton et Verstappen aux avant-postes avec un Bottas qui s'intercalait. Et puis, en fait, non, la course ne s'est pas passée comme ça. La course, ça s'est passé que Verstappen a mené le Grand Prix de bout en bout sans être jamais inquiété. Il a été en contrôle à peu près total. De temps en temps, quelques petits, un peu, une voix peut-être un peu excitée à la radio, mais c'est juste que on n'est pas totalement bilingue anglais, donc on comprend rien. On se dit qu'il se passe peut-être un truc. En fait, il se passe absolument rien. C'est peut-être probablement un peu de bluff. Mais au final, donc, Verstappen emporte le Grand Prix tranquillement. Avec un Hamilton deuxième, à noter quand même dans cette, on va dire un peu de ce calme plat aux avant-postes, Hamilton qui arrive quand même à marquer le point du meilleur tour. Je pense qu'on décrira un petit peu la stratégie utilisée pour gagner ce point-là qui fera peut-être la différence à la fin de la saison. Une 3e place de Bottas qui lui fait plutôt une bonne course, je trouve. C'est mon sentiment. On verra si vous êtes d'accord avec ça. 4e place, un Pérez qui au final n'a pas réussi à doubler le Valtteri Bottas. C'est vrai qu'on peut se dire qu'à un tour près, ce serait Pérez qu'on aurait vu sur le podium, probablement. Une 5e place dans Norris qui au final est à sa place, mais qui, pour moi, au final, c'est une course qui confirme quand même que les avant-postes, ça sera Red Bull et Mercedes, et que McLaren, ils sont derrière, ils sont devant tous les autres, mais dans le 2e championnat, c'est les premiers, mais ils sont plus dans le même. On est sûr qu'ils sont plus dans le même championnat que Red Bull et Mercedes. Vous direz aussi, vous êtes d'accord avec cette affirmation très brutale de ma part. Et puis derrière, on a, derrière Norris, on a quand même les 2 Ferrari, un grand regain de forme. Sainz Junior, 6e place, 7e Leclerc, 8e place Stroll, 9e Alonso. Donc on a une Alpine dans les points en 9e place, et puis un Tsunoda 10e. Alors à noter, donc effectivement une 14e place d'Ocon, donc Ocon n'a pas vraiment existé sur ce week-end, très dur pour lui, et puis un abandon de Gasly dès le premier tour, justement accroché par un Leclerc qui lui-même a dû rentrer au stand et qui derrière, en repartant dernier du Grand Prix, a fait cette remontée assez formidable pour finir en 7e place, et avec aussi le titre de Driver of the Day, qui, bon, pour moi, c'est un petit peu abusé quand même, étant donné que, on peut dire que il est nettement responsable de l'abandon de Gasly. Après, il a fait des performances en termes de pilote, mais quand même, grosse erreur dès le premier virage. C'est peut-être un peu bien payé pour lui. Écoute, Fernando, tu vas nous dire tout de suite ce que tu as pensé de ce Grand Prix, peut-être une petite impression générale sur ce Grand Prix de Styrie. Ouais, écoute, de manière générale, je pense qu'on est assez unanime sur le sujet. On s'est quand même bien ennuyé, faut le dire. Il y a juste effectivement Charles Leclerc qui a montré, je dirais, un peu d'action, je dirais, sur sa remontada. C'était un peu le fil rouge, on va dire, du Grand Prix, mais le reste, de manière générale, il fallait pas, je dirais, espérer un grand spectacle. Alors bon, on est à Spielberg, on est en Autriche. On a 2 courses encore une fois cette année. On peut espérer, on dirait en règle générale, qu'il y a une mauvaise et une bonne course.
on a participé, on a vu la mauvaise course. On souhaite que ce week-end, ça soit la bonne course. Non, voilà, de manière générale, effectivement, un peu lisse, sans vraiment réelles actions, comment dire, sur le Grand Prix. Il y a eu quelques, je dirais, débats et batailles, pardon, dans le peloton. Mais de manière générale, c'était vraiment à la marge et assez lisse. Ok, bah, écoute Charles, toi aussi un avis peut-être pour compléter celui de Fernando, hein, on l'a déjà dit hein, que tu avais dormi, t'avais vu le premier tour, le dernier tour, je crois, de ce Grand Prix. Non. Non, en vrai, on a souvent critiqué le Grand Prix de France justement par exemple pour ça, pour le fait qu'il se passe rien, et on a eu un Grand Prix de France super. Et en fait, je pense que là, c'était le cas où tout s'est joué dans les stands. Grosso modo, la P3 s'est jouée dans les stands avec le mauvais arrêt de Red Bull sur Pérez. Même Helmut Marko, il reconnaît que c'est leur erreur, c'est pas l'erreur de Pérez. Donc c'est rare hein, déjà que Helmut Marko reconnaisse ça. Et donc du coup, Bottas a réussi facilement. Norris a tenu Bottas peut-être 3-4 tours. Il le double d'ailleurs au tour 11, voilà, c'est pas compliqué. Donc il a tenu une dizaine de tours, grosso modo. Et après, tout s'est joué dans les stands. Donc pour eux, pour le top 3, ou le top 4-5 même, c'était vraiment tranquille. Enfin, en tout cas, pour la P3, c'était serré. Mais top 1-2, ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Ça s'est même pas joué dans les stands parce que dès le départ, Verstappen a pris les devants. Clairement dommage pour Gasly, un mauvais départ, hein, faut pas se le cacher. Au bout de 200 mètres, Alonso est au même niveau que lui. Alors soit Alonso fait un super départ, ce qui est le cas, hein, c'est pas la première fois qu'il le fait. On l'a vu au deuxième départ à Bakou. Mais clairement, il se retrouve en sandwich. Et la faute après de Leclerc, c'est mal jugé, je pense, la largeur de sa voiture. Ce qui flingue la course de Gasly et sa course aussi. Parce que ça se trouve, en fait, il aurait pu peut-être aller chercher une P6 ou en tout cas, être vraiment dans les tours des leaders et faire plutôt une course correcte. Sachant que les durs de cette semaine seront pas là. Enfin, c'est ça. Les pneus seront plus tendres la semaine prochaine. Donc, ils ont fait un taf sur des pneus, mais qui ne servira pas la semaine prochaine. Mais bon, au moins, ce qui est bien, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils savent toujours pas pourquoi ça a fonctionné cette semaine. Donc, ce week-end. Donc, ils sont encore dans le flou. Un coup, ça fonctionne, un coup, ça fonctionne pas. Là, pour le coup, c'est dommage. Encore dommage aussi pour Ricardo, qui faisait une belle remontée, qui était à un moment donné P9, et qui a eu 30 secondes ou un problème moteur, lui, et redescendre. Même, il était P9 et au tour 7, il retombe P13. C'est clairement dommage. Et après, de toute façon, le rythme de course faisait qu'il se tenait avec tout le monde. Et puis bon, encore une bonne remontée, je dirais aussi de Raikkonen. Raikkonen qui part P18 et qui finit P13, qui finit P13 au bout du troisième tour. Il arrive toujours, je ne sais pas comment il s'en sort, lui, à chaque fois. Incroyable. L'expérience. Ouais, on va mettre ça sur le crédit de l'expérience, et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Donc effectivement, s'il partait devant, enfin encore voilà, dans les P14, P13, ça se trouve, il pourrait faire beaucoup mieux à chaque fois. Et c'est dommage. Et grosse perte de Russell, encore une fois plus, qui démontre encore une fois son statut numéro 1 chez Williams, quoi. Clairement, large, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion cette année sur le statut de leader entre lui et son coéquipier Latifi. Et là, pas de bol, abandon au 39e tour pour un problème moteur. On a vu un peu lutter, ils ont essayé de réparer, ça n'a pas fonctionné. Alors qu'il était à ce moment-là à envisager peut-être de marquer les premiers points de la saison pour Williams. C'est un peu rageant. C'est ça. Mais il était P8. Donc, il pouvait marquer 2 points. Ses 2 premiers points avec Williams. Donc, ça aurait été vraiment le week-end parfait pour lui, quoi. Mais bon, il a fallu que la voiture, là. Donc, on est là la semaine prochaine, on est encore sur le même circuit, donc espérons que ça fonctionne pour lui. Ok, bon, alors, il faut quand même dire, là, au final, dans notre façon de faire un peu le sommaire de ce Grand Prix, on a quand même
on discute souvent quand même des top écuries. Donc là, on va commencer justement encore une fois par ce duel, ce bon duel, dirait Fernando Gaspacho, entre Red Bull et Mercedes. Semaine après semaine, on se dit que c'est vraiment ça le leitmotiv de l'année, de la saison, ce duel Hamilton-Verstappen. Est-ce que quand même là, on peut pas entériner que ça y est, la domination de la compétition, ça y est, c'est Max le gars devant, et puis on va voir si Lewis va arriver à rattraper le petit Max devant. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, qui vient d'arriver là? Évidemment, ce débat-là te tend les bras et tu vas nous éclairer, évidemment. Bonjour à tous. Ouais, salut. En fait, je sais plus, il y a une stat où Verstappen, ça faisait, Red Bull, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas enchaîné 3 victoires de suite depuis ça 2013. Depuis 2013, ça sent quand même la période l'acte de champion, quoi. On est sur tous les indicateurs sont au vert. Les circuits qui conviennent à Mercedes, Mercedes gagne pas. Les circuits qui conviennent pas à Mercedes, ils gagnent pas, mais ça c'est logique. Ils tentent des trucs, ça marche pas. Ils n'ont pas l'audace. Et puis Verstappen, il a la chance du champion. Il tente un truc, ça fonctionne, quoi. Il n'a même pas eu besoin de trop de chance quand même sur ce Grand Prix. C'était un peu il y a eu un certain confort de la victoire qu'on a plutôt justement l'habitude de voir du côté des flèches d'argent. Lewis Hamilton qui fait sa course et évidemment qui est talentueux, mais là il n'a pas eu besoin de se forcer, selon moi. Ouais, je pensais au Grand Prix de France où du coup il a eu de l'audace quand même de refaire un arrêt supplémentaire en disant allez, je laisse pas le statu quo, je force les choses et beaucoup d'audace et avec de la réussite. Ça peut faire un beau champion, quoi. Ça c'est moi je suis pas fan absolu de Max Verstappen, j'aime pas trop son petit côté jeune premier surdoué qui est talentueux et qui se oblige pas à sourire pour nous faire plaisir. Comme je te comprends. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que pour autant un peu l'acte de bravoure de Mercedes pour moi sur ce Grand Prix, au final, c'est d'avoir fait arrêter Hamilton à l'avant-dernier tour pour qu'il tente de décrocher le point du meilleur tour. C'est presque ça la bravoure de Lewis, d'avoir fait cet arrêt alors qu'il n'y a pas non plus une marge de dingue. Ils auraient pu foirer, bloquer un écrou, un boulon, je ne sais quoi, faire un tête à queue dans les stands et puis se serait envolé les points de cette deuxième place qui valent quand même plus qu'un meilleur tour hypothétique. Ils ont quand même réussi à faire ça. Voilà, moi je tiens quand même à parler de cette prestation de Bottas qui, certes, il y a eu cette erreur que j'ai encore rappelée en me moquant un petit peu, mais bon, qui n'a jamais fait de tête à queue avec son véhicule. Mais il a fait une bonne course quand même, Valtteri. Fernando, qu'est-ce que t'en penses, Valtteri, quand même costaud, non? Ouais, costaud. Il a joué le pilote numéro 2 pour assurer les points chez Merco. Donc avec la troisième place, il a bloqué Pérez pour le maintenir, je dirais, à la quatrième place. Il fait le job. Il redore un petit peu son blason par rapport aux courses précédentes et aux déboires et aux malheurs qu'il pourrait rencontrer. De manière générale, Mercedes s'est, je pense, rendu à l'évidence assez rapidement de la domination, je dirais, de Max Verstappen. On a commencé avec un écart de 2 secondes, puis 4, puis 10, puis 20, et puis je crois qu'on termine à plus 35 secondes à l'arrivée. Ouais, avec l'arrêt, il faut compter l'arrêt. Il faut compter l'arrêt, bien évidemment, mais si tu comptes l'arrêt, tu arrives justement à cet écart-là. Et ils essayent d'engendrer les points, ils assurent la P2, ils assurent la P3, et il y a Charles Carrefour qui s'est dédoublé. Excusez-nous pour les problèmes techniques, nous sommes en train de faire des petits tests d'amélioration. My bad. Donc voilà, non, on a Valtteri qui a joué le jeu et puis qui du coup apporte les points constructeurs et consolide, je dirais, le binôme. Et Pérez, au final, effectivement, peut-être justement, comme vous l'avez dit, un arrêt raté de la part de Red Bull, et puis c'est la troisième place qui s'envole alors qu'elle tendait les bras à notre Sergio Pérez, qui lui aussi a été plutôt solide, mais au final, en dessous de son coéquipier. On peut justement noter que voilà, on a parlé de
ce Ricardo qui était un peu largué par rapport à Norris. Là, il y a eu peut-être quelques petits soucis techniques sur la McLaren, mais bon, première année chez McLaren pour Ricardo, c'est compliqué. Pour Perez, c'est quand même vachement mieux. Pour Alonso, par exemple, ça s'améliore de Grand Prix en Grand Prix. Il a, depuis Monaco, où il était un peu sur la sellette, il a quand même repris du poil de la bête. Écoutez, on va peut-être passer directement à notre rubrique sur les franchises. Évidemment, on l'a dit, les franchises, c'était Pierre Gasly, sur lequel on attendait monts et merveilles sur ce Grand Prix encore une fois, avec une 6e place en qualification. Malheureusement, premier virage, craque Charles Leclerc. Alors, mauvais départ raté, certes, de Pierre Gasly, mais bon, ça arrive. Par contre, se faire péter le pneu par notre pote Charles, son ami d'enfance avec lequel ils échangeaient les majorettes, voilà, craque le pneu cassé et puis abandon. Dommage. D'autant qu'on a vu que Tsunoda avait fini en 10e position. Donc, la voiture était performante. Écoute, Charles, si tu es là, si tu nous entends, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les potentialités d'Alpha Tauri, le destin de Pierre Gasly, que va-t-il faire l'année prochaine, qu'a-t-il fait pendant la course après avoir abandonné, dis-nous tout. Malheureusement, je n'ai pas les talents de Madame Irma. Mais ouais, encore une grosse perf de Gasly en qualif, sachant qu'il ne fait pas la FP2. Donc il a 1 heure de roulage en moins. Alors certes, c'est pas la séance de qualification, enfin la séance d'essai qui permet de préparer la qualif, mais du coup il se basait juste sur des données pour la course en tout cas, vu que la FP2 c'est là où ils font des simulations de course. Donc clairement, il a que 2 heures pour le Grand Prix pour essayer la voiture et le setup. Et il sort une P6 très 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 costaud quoi, pour le coup. Il est juste derrière, il est derrière Norris, il me semble. Et Norris passe devant avec le jeu des pénalités, c'est un truc comme ça. Donc franchement, c'est très très propre pour le coup. Il aurait pu mieux faire, c'est clair. C'est pas la première fois malheureusement que cette année il foire son premier tour. À Bahreïn, c'est arrivé et malheureusement ça s'est mal conclu pour lui aussi. Par contre, il réalise son meilleur début de saison depuis qu'il arrive en F1. Même quand il était chez Red Bull, il avait marqué que 36 points et là il en a marqué 37 sur les 7 premiers Grands Prix. Donc clairement, il a la voiture qui lui convient. Et c'est des fois à s'imaginer effectivement si la voiture conviendrait dans un top team, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et, il est encore lié avec Red Bull pour 2 saisons, il me semble. Donc, est-ce qu'il ira dans un top team chez Red Bull? Non, c'est à mon avis, j'y crois pas. En tout cas, tant que Verstappen est en contrat, les sièges seront verrouillés. On sait très bien que Perez, il a un statut numéro 2 et je pense que Red Bull s'en cache pas. Et c'est le numéro 2 qui fait le mieux l'affaire depuis Ricardo. Donc pour le coup, Red Bull a pas du tout envie de changer, je pense. On va peut-être faire justement enchaîner puisque Olivier est arrivé, Fernando, un petit pronostic sur que va-t-il se passer pour Pierre Gasly. Moi, j'ai un petit pronostic. Je vois que Ricardo, ça va pas du tout chez McLaren. Pas du tout. Et il va y avoir ce baquet disponible et c'est là que va s'enfiler ce Pierrot. Est-ce que vous avez d'autres idées ou pas parce qu'il va bien falloir qu'il arrive quelque part. Alors moi, j'ai une petite idée, moi. Moi, je vois bien dans 2-3 ans une doublette chez Mercedes, Gasly, Russell. Je vois bien un truc comme ça. Voilà. On est tous un peu futurologues, comme Jacques Attali d'ailleurs. C'est pas si, et quand on entend parler, c'est pas si compliqué que ça, parce que de toute façon, personne ne vérifie jamais a posteriori si le futur dont il parle se produit. Fernando, un avis, toi aussi. Quand on regarde effectivement tout le plateau, c'est en Tom Team, effectivement, il y a Ferrari vous éliminez parce qu'aujourd'hui ils sont trop bien ancrés avec le couple en place. Pareil pour Red Bull, et je vous rejoins sur ce qui a été dit. McLaren, c'est pas faux dans la mesure où il pourrait y avoir une place qui se libère avec Ricciardo si je dirais il remonte pas très rapidement. Et puis la potentialité d'avoir un Gasly chez Mercedes avec
comme de par hasard, le remerciement qu'il y a eu, les félicitations qu'il y a eu, pardon, il me semble que c'était à Bakou. Oui, Ouais. c'est Il me ça. semble, c'est Bakou. Donc, de Mercedes directement auprès de Pierre. C'est bon. Après, on n'est pas Madame Irma, mais Ça, c'est du Madame Irma, du très voilà. très Madame Irma qui sort du système solaire. Là, on est sur Ouais, ils font des messages, ils font des messages sur Twitter pour anticiper ce qui va se passer dans 3 ans. On est quand même sur du. Ah ouais. Puis en fait, il va se retrouver comme tout Français sur une bonne Alpine, et puis on aura tous faux. Alors, on a parlé de effectivement très bonne. Tu me tends la perche pour la transition, Olivier. Effectivement, donc là, on a parlé de notre ami Gasly, de Alpha Tauri, au final, avec une 10e place de Tsunoda qui est pas foufou cette année, qui fait arriver à finir 10e. Ça veut dire que la voiture avait le potentiel de faire quelque chose d'intéressant sur ce Grand Prix. Peut-être d'aller peut-être chatouiller un petit Norris ou les Ferrari. On ne sait pas. En tout cas, on peut passer au dossier Alpine. Alpine, décidément, Alpine, c'est très très compliqué par rapport à cette année dernière avec Renault. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je peux vous dire que là, on a Alonso qui est effectivement dans les points, qui prend cette 9e place. C'est à peu près le truc positif du week-end. Alonso qui est un peu en regain. Mais globalement, franchement, c'est vraiment très bof. On a Ocon 17e en qualification, 14e en course. On peut se dire effectivement qu'il a un peu d'une certaine façon le contre-choc de cette prolongation jusqu'en 2024. Mais franchement, Alpine, là, il joue quelle position au classement constructeur? Peut-être la 6e place contre Aston Martin, Alpha Tauri. Franchement, ça semble difficile, alors que l'année dernière, à Renault, ils étaient bien mieux que cela. Fernando, Alpine, c'est vraiment, là, c'est compliqué, là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On en parlait, comment dire, tout à l'heure, mais Ocon est vraiment pas à la place où nous on souhaiterait le voir en tant que franchouillard. Mais honnêtement, il doit, comment dire, effectivement remonter la pente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait que Fernando Alonso lui arrive et avec les mêmes réglages, lui n'y parvient pas. Avec la même voiture, donc il y a une part d'incompréhension et de maîtrise, comment dire, qui doit regagner. Il l'a montré en début de saison, il faut qu'il remonte et ne pas se laisser, je dirais, prendre dans une spirale, comment dire, négative et vraiment, on espère un regain dans les prochains Grands Prix et il n'est pas à sa place. Et de manière générale, oui, c'est un peu décevant de voir je dirais l'Alpine se battre, comment dire, avec un milieu bas, on va avec dire. Avec Alfa Romeo. Ouais, un milieu bas, c'est ce qu'on dit. Donc un milieu bas, comment dire, sur le classement. Et quand on compare, comme tu l'as très justement dit, avec Renault en fin d'année dernière, on était, je crois, à la 4e place, comment dire, ou 3e place constructeur. Ouais, c'est décevant. Tu voulais dire quelque chose, Olivier, non, sur je te vois agiter ton petit Oui, doigt, exactement. Je demande la parole. Non, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a concernant déjà Fernando, c'est que au départ il y avait une voiture qui correspondait à Ocon, et puis petit à petit ils ont fait une voiture qui correspond à Fernando quand il a demandé de changement de direction assistée, tout ça. Donc maintenant, je pense qu'il est en train de prendre le rôle de leader. Alors au départ, Ocon l'avait très clairement, il l'assumait, et petit à petit Fernando commence à se mettre l'équipe à sa forme. C'est absolument génial qu'il réussisse à faire ça pour lui. Mais il est en train de façonner l'équipe comme lui, il a envie de l'avoir. Et puis après, il y a aussi, je pense, à mettre en perspective, c'est la saison 2022. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait une voiture et qui ne se sont pas trop foulées sur cette voiture-là en se disant, voilà, mon budget, il est limité. Et le reste des sous que j'ai, je sais pas si c'est. Ouais, ça a coupé du côté de l'Olivier. Il y a plus de sous là. Il y a plus de sous, justement. C'est le budget 4G vient de s'arrêter. Écoute, Charles, tu veux peut-être continuer la pensée d'Olivier sur justement. On sait que 2021 est une saison de transition, bien qu'il y ait 23 Grands Prix. Est-ce que tu partages cet avis d'Olivier ou au final, le développement des voitures, je pense, est en train un peu de s'arrêter complet selon les écuries. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu es d'accord?
Bah, en tout cas, pour les équipes de milieu de plateau, ça risque fortement effectivement de se calmer après la trêve estivale. Mais c'est dommage de la part d'un constructeur, quelqu'un qui crée des moteurs, d'arriver en qualif à la 17e position. Ça, c'est l'image quand même de Renault aussi en prend un coup. Faut pas perdre de tête que le but de la F1, c'est aussi de montrer que la voiture est rapide, que la voiture est puissante, que la voiture est fiable. Pour le moment, malheureusement, ça monte pas grand-chose. Et quand même, le but du retour de Renault en 2016, c'était de redevenir un top team. Et chaque année, l'objectif est repoussé. Et j'espère que 2022 va bien se passer pour eux, parce que sinon, ça sera un gros flop, quoi. Donc, Là, ce qui est rageant, c'est se dire que en changeant juste le nom et la couleur de la voiture, si on caricature un petit peu ce que je suis en position de faire, j'adore caricaturer. Et voilà, on caricature. L'année dernière, ils jouaient un peu le peloton, la tête un peu du peloton derrière Red Bull et Mercedes. Et puis cette année, c'est plutôt compliqué, et surtout qu'on voit plutôt une évolution assez négative. Au niveau de la cohérence des choix, effectivement, cette prolongation d'Ocon est peut-être un peu prématurée, je trouve, par rapport à, justement, comme le précise Fernando, un Alonso qui prend l'ascendant au sein de l'écurie, au sein des choix d'équipe qui sont faits, et en même parallèle, une prolongation d'Ocon. C'est pas très, c'est un peu chelou quand même, je trouve. Faut pas oublier que aussi le directeur de l'écurie est parti à l'intersaison. Abitboul est parti. Tout le monde était surpris de le voir partir. Je pense pas que ce soit lui qui ait décidé de partir. À mon avis, tout ça, du coup, il y a un nouveau management, je pense, qui est fait. Ça veut dire que on met des têtes pensantes sûrement différentes à certains endroits clés. Et est-ce que ça vient de là? Peut-être pas. Enfin, voilà, il y a de l'interne aussi, je pense, dans la reconstruction d'Alpine, quoi. Donc, Après, peut-être que Olivier veut compléter sa pensée. Je vais un peu poursuivre ce que vient de dire Charles. C'est il y a un changement dans le management. Ça prend du temps, hein. Même les top managers, ils ont besoin un peu de prendre leurs aises et d'un peu d'appréhender le système qu'ils sont censés diriger. C'est aussi une saison de transition, peut-être pour le management, pour que tout se mette en place, pour que ça fonctionne bien l'année prochaine. C'est ça que tu voulais dire, Olivier? Moi, il y a eu des problèmes techniques de ton côté, hein. Oui, je sais, je passais sous un tunnel, on va dire. Non, là-dessus, oui, c'est vrai qu'ils ont changé, mais ils avaient aussi recruté il y a 2 ans le gars de la FIA pour les nouveaux pneus. Il n'y avait pas un truc au-delà de la nouvelle norme. Ils n'avaient pas fait un recrutement comme ça, Renault, un peu vicelard et pas trop franchouillard pour le coup, un truc un peu impactant, mais oui, le côté de la nouvelle organisation, le côté de la nouvelle organisation, j'y crois pas trop, quoi. Peut-être que ça a un impact, hein, mais comment il s'appelle, le gars qui vient de la moto, là? Parce que c'était un choix un peu particulier, ça, de mettre en directeur d'écurie le gars qui vient de la moto. Ça fait penser au 352 Didier Deschamps, ça. Ouais, exactement. Ouais. Là, c'est de l'audace, et puis tu changes 3-4 fois de système au cours de match aussi. Et puis, mais c'est exactement ça. C'est les gars, il a des résultats en rallye, en moto. Pourquoi pas en Formule 1? Attends. Jean-Todt l'a fait. Pourquoi pas, hein? Mais visiblement, peut-être pas tout de suite. Après, là, être team principal, c'est vraiment déjà de mettre les bonnes personnes aux beaux endroits, quoi. Son but, c'est de chapeauter un peu tout ça. C'est pas je pense que le sport mécanique, le team principal d'Alpine, il le connaît, et je pense que ça fait quelques années qu'il est dedans. Après, il faut savoir qui est vraiment à la baguette du service, du département aéro, du département moteur. Ça aussi, je pense que là-dessus, on connaît. Ouais, je suis d'accord. Mais après, chaque écurie a peut-être son organisation spécifique. Moi, il me semble que, et ça, Fernando va pouvoir peut-être poursuivre mon commentaire sur ça, mais quand tu vois Binotto chez Ferrari, tu le sens plus un peu expert. Il est quand même plutôt technique, alors que c'est un peu le patron, et pourtant il est dans la technique, tu vois. C'est pas le mec qui va taper du poing sur la table et qui va dire, bon les gars, on sort les doigts, on y va, c'est n'importe quoi, mais Ferrari cette année. C'est pas lui qui fait ça. Vas-y Fernando, je te laisse enchaîner. Il reste directeur Ferrari, Mattia, donc il a quand même son mot à dire sur les décisions, parce qu'en tant que grand patron. Mais on en parlait déjà au précédent Grand Prix. On a
un Français au nom de Laurent Mekies qui va prendre de plus en plus de place au sein de l'équipe, Ferrari, pour justement prendre la place de Mattia Binotto pendant les Grands Prix, pendant que Mattia Binotto, lui, sera soit au garage, soit à Maranello pour la saison prochaine. Donc, ils ont fait les bons ajustements en disant Mattia est le patron, donc il a plus de 20-30 personnes, parce que c'est pas 20-30 personnes sur le Grand Prix, hein. C'est des centaines de personnes qui sont en R&D, etc., qui sont restées à l'usine. Donc lui, il est chef, de tout ça. Donc il est logique que pour l'année prochaine, il aille se concentrer et donc se mettre plutôt en développement technique, parce que je rappelle que, si je dis pas de bêtises, Mattia Binotto est un ingénieur motoriste, donc il fait des moteurs à la base. Et c'est plutôt pas mal de le laisser, apporter son expertise justement dans le développement de la voiture l'année prochaine, et de mettre un Laurent Mekies un peu plus dans le management qui est un peu moins technique, sauf si je me trompe. Et c'est plutôt le bon choix. Alors après, effectivement, on met un Laurent Rossi, à la tête d'Alpine, qui effectivement vient de la MotoGP et d'autres. Bon, à voir ce que ça donne, mais Luca Di Mao, qui a repris la tête du groupe Renault, a fait pas mal de changements à son arrivée. Et en évinçant, ça c'est mon jugement, mais notre ami Cyril Abitboul, qui pour moi avait encore des choses à montrer, à donner pour le team Renault. Maintenant, il en a été décidé autrement, il a été écarté. Il y a Laurent Rossi. C'est un autre type de management. Bon, je rejoins un peu ce que disait Olivier, hein, et il a pas tort, hein, dans le fait qu'en remplaçant la direction assistée, ça a apporté du mieux, et Alonso l'avait dit lui-même que ça avait apporté du mieux, dans le comportement de la voiture. Est-ce qu'on serait en train d'avoir enfin les prémices des jeux politiques, d'Alonso dans les teams à chaque fois? À voir. J'espère en tout cas que Esteban Ocon, et on en avait parlé, je pense, en préambule lors de la toute première émission du barbecue F1, que justement Esteban Ocon soit fort et ne se laisse pas marcher par la stratégie d'Alonso qui, semble-t-il, serait en marche. Il va falloir qu'il muscle un petit peu son jeu, Esteban, hein. Ok, très bien. On a peut-être déjà abordé la rubrique des plus. On est passé tout de suite des franchises au plus. Ouais, vas-y, Olivier. Juste, en fait, c'est drôle quand on parle de directeur, parce qu'en fait, chaque équipe de directeur d'écurie, chaque équipe en fait a un positionnement différent. Quand tu vois Zak Brown, qui est vraiment, mais limite un investisseur, tu vois. Enfin, tu sais, tu sens que il est passionné par ça, mais il y pique pas mot en technique. Tu vois, mais par contre, il a une ligne directrice et puis une vision de ce que doit être McLaren F1 versus un Mattia Binotto qui, doit mettre un peu les mains dans le cambouis pour se sentir à l'aise, tu vois. Ouais. C'est très drôle, avec ses lunettes rondes et son air plutôt gentil, un peu, la Juliette Gréco du paddock, quoi. Tu sens que les gueulantes, ils délèguent, hein, je pense. C'est ça, c'est pas un homme de conflit, quoi. C'est ça. Ok. Alors ouais, on va peut-être continuer justement dans les plus, en tout cas les choses qui ont bien marché pour certains pilotes ou certaines écuries. On a déjà parlé de Ferrari qui marche tellement bien sur ce Grand Prix qu'ils savent pas comment c'est possible. En tout cas, on va caricaturer, mais c'est ce qui se disait dans les commentaires du Grand Prix. Et effectivement, on a un Leclerc qui a fait une remontée fantastique après avoir un peu mal jugé la taille de son bolide et avoir pété le pneu de Pierrot. Belle remontée de Charles, comme je l'ai dit, puis le driver of the day. On a un Sainz qui a été aussi solide, hein, avec moins d'étincelles que son coéquipier. Est-ce que vous avez d'autres... j'ai aussi parlé de Bottas qui pour moi a été parti assez solide, hein. Est-ce que vous avez d'autres plus à signaler sur ce résultat de Grand Prix, sur ce week-end? Est-ce que Olivier, on sait que tu es fan de Russell, est-ce que voilà, t'as pas mordu ton canapé en le voyant abandonner avec son problème moteur? Oh là là, j'étais tellement triste, mais vraiment il était parti pour faire quelque chose de chouette. Et puis, à nouveau, au moment où il peut briller, comme l'année dernière, où il avait pris le baquet de Lewis, et à nouveau, il peut pas briller. Pourtant, tu sens qu'il a un potentiel, mais
ça se concrétise pas, quoi. C'est chiant, hein. Ouais, non, mais c'est comme ça. En revanche, je trouve ça chouette que Sainz finisse devant Charles Leclerc, parce que à la fin, c'est pas les 3 points, mais c'est les points qui comptent. Et puis, du coup, il est devant. Alors, même si il n'a pas fait la course étincelante, tout ça, il est devant, et ça, c'est cool. Enfin, ça permet de rééquilibrer, et puis, il est hyper compétiteur. Vas-y, Charles. Je dirais plus, c'est Leclerc quand même qui finit derrière Sainz. Dans le sens où quand même Leclerc tire une balle dans le pied dès le premier tour pour être derrière Sainz. Enfin, en tout cas, c'est compliqué pour lui. Ça aurait été magnifique s'il serait devant Sainz, mais je pense que pour le faire, il aurait fallu qu'il ait peut-être la voiture de 2018 avec un moteur moyen, quoi, ou 2019, quoi. Il finit quand même il finit à combien de secondes de son coéquipier, parce que il finit dans le même tour. Écoute, je sais pas si quelqu'un a l'écart au niveau temps. Par contre, je connais pas l'écart, mais par contre, je peux dire que la consigne d'équipe était pas très très loin, quoi. Je pense à la consigne d'écurie disant Leclerc is faster than you. Yes. D'autres, on va peut-être passer directement aux insatisfactions. Alors, on a déjà parlé évidemment d'Alpine, qui, moi, je trouve vraiment, c'est assez inquiétant. Ça fait plusieurs Grands Prix qu'on peut se dire que il faut absolument qu'ils inversent la tendance, sinon la fin de saison, on est déjà en train de parler de la fin de saison pour Alpine, alors qu'on vient à peine de passer le 8e Grand Prix. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Est-ce qu'on continue un peu à parler de Ricciardo chez McLaren? On voit certains coéquipiers ou certains nouveaux arrivants dans les écuries qui ont l'air de s'adapter un petit peu mieux à l'écurie, à leur nouvelle voiture. Très difficile pour Ricciardo. Je ne sais pas si vous allez avoir envie de vous exprimer à ce sujet. Franchement, je trouve qu'il est un peu dans. Enfin, c'est pire que quand il a changé d'écurie en partant de Red Bull chez Renault, où il a mis du temps à s'acclimater. Mais la voiture n'était pas aussi performante. La Renault n'était pas aussi performante que la Mercedes. C'est-à-dire que Hülkenberg faisait pas. Que la McLaren. Oui, que la McLaren, pardon. Que la McLaren, excusez-moi. Que Hülkenberg, quand il est arrivé, faisait pas des P4 ou des P5 tous les week-ends. Ça se bagarrait des fois même juste pour aller en Q3. Donc, c'était moins flamboyant. En tout cas, l'acclimatation était moins rude. Et là, il a un coéquipier qui lui met la pilule depuis le Grand Prix. Moi, si, quand en qualif, on te met quasi une demi-seconde quand tu passes pas en Q3. Pour Ricciardo, qui a quand même 10 ans de Formule 1, je trouve ça compliqué. Alors certes, ça fait que 8 Grands Prix qu'il est dans la voiture. Norris, ça fait maintenant 3 saisons qu'il est dans la voiture. 2 saisons qu'il est dans la voiture. Ça peut effectivement, et ça doit effectivement l'aider à assurer les gros points. Mais il est même lui, sur le Grand Prix de Monaco, par exemple, il est sans réponse concernant sa contre-performance. Ouais, mais là encore, mais il le dit lui-même, qu'il ne trouve pas, pour l'instant, de réponse sur pourquoi il a mal performé ce week-end. Après, je rappelle quand même que d'une F1 à une autre, c'est une autre bagnole, c'est totalement autre chose. Je pense tester le temps au temps. On en est effectivement qu'au 8e sur 23. Il reste encore un peu de temps. Mais je suis d'accord que quand on compare, on en parlait déjà un peu à la semaine dernière. Quand tu prends le binôme Ferrari, ça a l'air de plutôt bien s'acclimater entre les deux pilotes et avoir les performances quasi égales. On voit encore le résultat là avec un 6 et 7. Je suis d'accord que on voudrait la même chose, sur les autres écuries. On commence à avoir le bout du chemin avec Perez et Verstappen, où ça y est, on a Verstappen qui, s'il refait les mêmes performances qu'il a faites, pour ce week-end, en espérant que ça soit, les performances, on va dire, les plus basses, les performances planchées, ça peut espérer que du bon pour Red Bull, à comparer avec Ricciardo qui fait, c'est le moins bon des deuxièmes pilotes, on va dire. Ouais, il y a de ça, ouais. C'est vrai que c'est les seuls éléments de comparaison qu'on a. Et c'est vrai que en parlant d'acclimatation, Ricciardo, c'est un peu tous les week-ends là d'affilée, c'est la climatisation qui est bloquée à fond. Sainz avait quand même très bien réussi son passage de Renault à McLaren quand il était passé il y a 3 saisons maintenant. Il avait quand même plutôt bien réussi son passage. Il a, je dirais, quand même bien réussi son passage chez Ferrari, dans le sens où la Ferrari
elle est un peu mieux conduisible que l'année dernière. Mais je trouve ça compliqué d'un pilote d'expérience où on attend de lui, je pense, un vrai feedback, de savoir comment il peut amener la voiture encore plus loin. Dire qu'il ne sait pas comment faire pour performer, quoi. Surtout que je suis peut-être trop exigeant avec lui, peut-être parce que je l'adore. Bon. Et que c'est une figure sympathique. Déçu, tu vois. Voilà. Figure sympathique, mais c'est vrai que ça doit être compliqué quand même de se faire tauler tous les week-ends par un enfant de 14 ans. Franchement, moi, je l'aurais en travers de la gorge. Enfant de 14 ans, mais c'est l'enfant du pays, quoi, aussi. C'est le petit chouchou. Donc, du coup, l'écurie aussi est modelée pour lui. Et lui, même si jamais il est très fort, et je pense que c'est un très, très bon pilote, il n'est pas en terre conquise, quoi. Donc, il est second pilote, très clairement. Il est en train de le devenir. Ouais, mais je pense qu'il l'était déjà, en fait. Quand tu arrives quand tu arrives dans une équipe où il y a un type comme Norris, c'est exactement comme Alonso quand il est arrivé chez McLaren avec Hamilton. Tu vois, alors, t'as beau être tout le cador, à un moment, quand t'as un enfant du pays qui est là, et qui est idolâtré, c'est un peu compliqué, quoi. Un British dans une McLaren. Ça va être galère. C'est ça. Alors, moi, je voulais peut-être mettre un petit focus sur Aston Martin. Alors, Aston Martin, on a dit, là, certes, il y a Stroll 8e place. On retrouve encore un Vettel en 12e position. Je trouve que, un peu à l'image d'Alpine, qui, Grand Prix après Grand Prix, c'est un peu dans les méandres du moyen. Aston Martin, ça décolle pas quand même. Est-ce que vous êtes dans ce diagnostic? On a Vettel, il y avait un petit regain, mais au final, on voit à peu près où ils vont atterrir. Et c'est pas folichon. Olivier? Étant donné que c'est une Mercedes verte maintenant, c'est plus une Mercedes rose, mais une Mercedes verte quelque part. Le moteur Mercedes marche pas, donc forcément les écuries satellites avec des gros guillemets marchent moins bien, et c'était le seul truc qui sauvait Racing Point, feu Racing Point l'année dernière. Donc Aston Martin, ils ont des très très belles voitures, mais ça fonctionne pas, sauf quand il y a des éléments extérieurs qui font que ils peuvent faire des trucs comme à Bakou, mais sinon, puis je sais pas si jamais ils ont le budget. Je sais pas quel est leur positionnement pour le coup versus 2022 sur l'année prochaine. Est-ce qu'ils ont envie de développer la voiture de cette année ou pas? Alors, je sais pas comment ça se passe exactement les engagements économiques en Formule 1, mais Aston Martin vient d'être racheté par Stroll. Ils ont quand même, ils ont pris quand même le nom de l'écurie Racing Point. Donc ils sont pas là pour arrêter à la fin de l'année. Enfin, sinon ça serait quand même c'est quand même le même gars, c'est Stroll qui fait ça tout du long. Ça serait absurde pour lui d'arrêter dès cette année. Ce que je veux dire, c'est en termes de développement. Ouais, de développement. Est-ce qu'ils se sont dit, on se rôde avec l'équipe, ou alors je sais pas trop quoi, et puis surtout en 2022, on s'arrange pour être au taquet et puis avoir une bonne voiture en 2022. Est-ce qu'ils sont pas dit ça? Je sais pas. Peut-être. On va peut-être demander à Fernando ce qu'il pense de tout ça, sachant qu'on sait que c'est le fan français numéro 1 de Sébastien Vettel. Dis-nous, Fernando. Je pense que c'est effectivement un positionnement pour cette année, pour je dirais une mise en jambe, voir un peu ce que ça donne, je dirais sur l'équipe, et puis effectivement voir pour l'année prochaine. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que le moteur Mercedes est pas bon. C'est pas vrai. Pour moi, c'est un bon moteur. Cependant, ce qui diffère quand même de la Mercedes noire de la Mercedes verte, de l'Aston Martin, c'est le châssis. On a un châssis Aston Martin qui est développé par Aston Martin avec des pièces aéro Aston Martin, et ça peut se jouer, comment dire, tout simplement là-dessus. Alors après, moi où je suis un peu déçu, c'est effectivement c'est Sébastien Vettel qui finit, comment dire, 12e du Grand Prix. Il avait plutôt une bagnole qui commençait un peu à lui plaire, parce que elle perd un peu l'avant, et ça visiblement c'est ce qui sied un peu plus à l'allemand, mais comparé à ça, on a quand même Lance Stroll, et pas Lawrence, Lance Stroll qui finit, comment dire, 8e.
là, on rejoint encore le débat des coéquipiers. On a encore un pilote numéro 1, qui arrive à plutôt bien avoir la voiture, et puis le pilote numéro 2 qui un peu se bat. Alors, est-ce que on va retourner dans le débat en disant que la voiture est développée un peu plus pour Lance Stroll que pour Sébastien Vettel, et que par conséquent, Sébastien se bat un petit peu plus avec la voiture, mais comparativement, si on garde le même combat, pour moi, c'est juste la partie aéro qui fonctionne pas sur la voiture. Le moteur, il est là. Hein. Oui, après, effectivement, si on continue dans cette discussion sur pour qui est faite la voiture, étant donné que Lance Stroll est le fils du propriétaire d'Aston Martin, on peut se dire que quand même, elle est pas pour Sébastien, possiblement. Mais bon, de là à penser qu'il y a un complot anti-Vettel, on va un peu loin. Non, mais moi, je trouve que entre 8 et 12, il n'y a pas non plus un gros écart. Enfin, mis à part qu'il y en a un qui est dans les points et l'autre non, mais entre P8 et P12, c'est pas ridicule, quoi. C'est pas comme Ricardo, c'est pas comme Ocon. C'est juste. Ok, bon, est-ce que vous voulez qu'on continue là sur les... Je voudrais juste rajouter sur la Aston Martin que quand même ils ont refait une petite restructuration cette semaine en remettant en place des directeurs techniques à différents endroits, et ils viennent de recruter un mec chez Red Bull. Le gars, ça faisait depuis 2006, il était chez Red Bull, et ils viennent de le débaucher pour le faire venir chez Aston Martin. Alors, il viendra peut-être pas tout de suite, dans le sens où il est contractuellement lié avec Red Bull, je crois, encore pour quelques années, mais ça veut dire que ils mettent les moyens pour aussi faire venir des grosses têtes chez eux, quoi. C'est assez marrant quand même, ces histoires de contrats. Faudra qu'on demande à notre ami directeur des ressources humaines, mais on parle beaucoup souvent de contrats de travail où les gars, ils ont des clauses où ils peuvent pas justement aller à la compétition. Et puis, en fait, en F1, c'est un peu les chaises musicales quand même. Ça tourne. Franchement, c'est assez marrant. Est-ce que vous avez d'autres points à dire sur ce Grand Prix du week-end? Antenne libre. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Deux petits points. On n'a pas parlé de Giovinazzi, mais je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé décevant, pour la course. Il finit P15, alors que on a, Raikkonen qui est à la porte des points. Donc un peu déçu, pour Antonio Giovinazzi ce week-end. Et puis, je reviens sur l'incident du premier tour avec Charles Leclerc et Pierre Gasly. Alors, contrairement à ce qui aurait pu être dit dans les commentaires, il n'y a pas eu 2 contacts, mais un seul contact. Au moment où effectivement Leclerc essaie de reprendre l'aspiration derrière Gasly, c'est à ce moment-là qu'il lui coupe le pneu arrière. Et le fait qu'on retrouve la roue complètement arrachée, c'est pas la faute à Leclerc, hein. C'est la faute à Gasly. Gasly au virage 8, il est rentré un petit peu fort, pour essayer de rentrer, au stand, et du coup il a cassé sa transmission arrière gauche, et c'est ça qui fait qu'il a plus sa roue, du moins qu'il a sa roue complètement out. Donc je en fait, pas ça c'est bonne info là. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de commentaires en disant que voilà, Leclerc lui a sapé sa course. Effectivement, ça l'a pas aidé. On est totalement d'accord. Par contre, le fait qu'on ait retrouvé la roue complètement à l'arrière, c'est Pierre qui, au virage 8, est rentré un peu fort et a cassé son arbre de transmission gauche. On n'avait pas forcément non plus de garantie sur le fait qu'il serait apte à reprendre la course après avoir roulé autant avec son pneu crevé. Hein, non, mais changer un pneu et changer carrément une roue et un arbre de transmission, pardon, c'est plus la même, quoi. Ok, bon, d'autres choses encore, ou on peut directement passer à... Moi, j'ai beaucoup aimé juste, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais le dépassement de Pérez, je crois que c'est sur Sainz, où il vient de très très loin, qui fait un freinage à la Ricardo. Incroyable dépassement. J'ai trouvé ça, mais qu'est-ce que c'était beau. Et pourtant, j'aime pas les Red Bull, hein, mais qu'est-ce que c'était beau. Ça faisait un peu... j'ai des super pouvoirs. Il y a tellement de différences sur ce dépassement que franchement, c'était incroyable. Hein. Mais on n'en avait pas parlé, tu fais bien de le dire. C'était quand même l'un des... Il n'y a pas eu 500 faits d'armes de ouf comme ça qu'on ait pu voir pendant ce Grand Prix. Et celui-ci était significatif pour qu'on ne l'oublie pas. Et merci pour cette contribution, Olivier. Écoutez, pour moi, on a fait le tour de ce circuit Red Bull Ring. Et écoutez, on va... Est-ce qu'on se ferait pas un deuxième petit tour par hasard
Non, mais justement, on va quand même penser. Alors, avant de passer au Grand Prix qui arrive directement très très vite de ce week-end, il faut pas oublier notre nouvelle chronique de notre ami Sébastien Vittel qui lui ne boit pas de Red Bull, il boit de l'eau. Et écoutons donc ces 5 informations inutiles. So box. Bonjour à tous, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Yuki Tsunoda a affirmé ne pas avoir peur de faire des erreurs. Bien lui en a pris vu son début de saison. Guan Yu Zhou va faire des tests en FP1 du Grand Prix d'Autriche. Et Zhou, direct dans le bac à gravier. Pour conjurer le sort, Gunther Steiner a offert une toupie à Nikita Mazepin. Nous pouvons maintenant l'appeler Guntroll. Par peur de ne pas avoir de baquet l'année prochaine, Valtteri a jugé opportun de donner son CV en personne et en drift à McLaren lors de la FP2 du Grand Prix d'Ostyrie. Il s'est fait refouler manu militari par les mécanos. Après une odeur de pneus brûlés très intense à l'arrivée du Grand Prix d'Ostyrie, la FIA a décidé d'interdire tout feu de pneus. Il est préférable de les faire éclater à 320 km/h, c'est bien connu. Et voilà, c'était les 5 infos de la semaine. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao! Voilà, c'était la chronique de notre ami Sébastien Vittel. Et on passe tout de suite donc à ce prochain Grand Prix. Un Grand Prix, cette fois-ci, on n'est plus sur le Grand Prix de Styrie, on est sur le Grand Prix d'Autriche. Et devinez où se trouve le Grand Prix d'Autriche. Ce Grand Prix se trouve au Spielberg, sur le Red Bull Ring. Et voilà, donc nous, probablement que la semaine prochaine, on sera encore de retour en boîte de nuit à notre table VIP en train de siroter encore une fois nos vodka Red Bull et de refaire le Grand Prix. Voilà, la différence, ça sera les pneumatiques. Est-ce qu'on passe directement au pronostic ou est-ce que... Ouais, on peut directement passer au pronostic. On va faire un petit récap des pronostics. Alors, je sais pas, je pense pas qu'on avait ceux d'Olivier Pastis. Il va peut-être nous dire qu'il avait deviné le résultat de la course. Hein. C'est le moment. Il avait tout vu. C'est le moment de mytho. Alors, par contre, moi, j'étais content parce que le résultat final, finalement, des qualifications, c'était le 1, 2, 3 que j'avais donné, mais c'est pas le résultat de la course. Ouais, alors on va justement, tu parles de toi et tu nous avais annoncé une victoire de Max Verstappen, chose qui s'est produite, une deuxième place de Lewis Hamilton et puis troisième place de Lando Norris et puis voilà, donc pas mal ce pronostic, mais pas exactement ce qui s'est passé à cette troisième position près. Écoute, tu ne remportes pas le Jéroboam de Dompérignon, c'est dommage. Hein. C'était pourtant le lot qui était prévu pour ces pronostics et malheureusement personne n'a trouvé la bonne réponse. Ouais, bon, il est remisé. Donc effectivement, donc ça c'était le pronostic de Fernando. Je vais peut-être faire le récapitulatif. Mon pronostic c'était une victoire de Valtteri Bottas. Moi j'ai essayé de mettre un peu de piment, tu vois. Moi je sens que Valtteri à un moment donné il va y arriver. Première place Valtteri Bottas pour Jacques Lafritte. Deuxième place Max Verstappen. Troisième place Lewis Hamilton. Bon voilà, hein. Relativement classique. Charles Carrefour lui c'était première place. Alors il me semble Valtteri Bottas aussi. C'est ça que tu avais raconté? Ouais. Qu'est-ce que j'ai raconté? Valtteri Bottas? Ok. C'était le Ricard, il y en avait un peu trop. Quoi. Deuxième place, Lewis Hamilton. Troisième place, Sergio Pérez. On n'était pas foufou. On va noter peut-être, rappeler les absents qui ont toujours tort. En l'occurrence, Gerhard Berger qui avait annoncé un Max Verstappen en première place, Sergio Pérez en 2, Lewis Hamilton en 3 et un Niki Lauda. Lewis Hamilton premier, Max en deuxième place et Sergio troisième. Voilà, allez, on va passer direct. Hein. Qu'est-ce que vous attendez du Grand Prix ? Est-ce qu'on pourrait pas faire une règle où en fait on a le droit de dire qu'un Mercedes et un Verstappen sur le podium, enfin qu'un Mercedes et un Red Bull sur le podium, parce que sinon c'est, il n'y a pas d'audace. Écoute, il y en a quand même qui avaient dit Valtteri premier. Hein. Donc, Norris troisième. Et pas d'audace, mais personne. Pas d'audace, mais personne n'a trouvé le prono. Hein. Donc, je suis d'accord avec Jacques. On peut continuer comme ça. Je pense que, franchement, si vraiment tout le monde trouve à chaque fois, déjà, il faudra qu'on se mette à miser du biston parce que ça va rapporter des sous. Et puis, il faut quand même vider la cave de Jéroboam de Dompérignon de Radio Mergazenco et elle est encore pleine. Hein. Il faut y aller, les gars. Faites pas semblant de vous tromper chaque week-end. Écoute, Olivier, t'as l'air motivé. Vas-y, dis-nous ce que t'attends de ce week-end qui arrive là tout vite et écoute, qui sera sur la boîte. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un sursaut d'orgueil de Mercedes
Et je pense qu'ils vont se prendre un énorme coup sur la tête avec de nouveau une victoire de Verstappen. Et j'ai même envie de te dire Verstappen, Perez et Bottas. Ah ouais. Et Hamilton paie combien? Et ben je tente un truc comme ça, genre un abandon. Tu vois. D'accord. Genre il touche, il fait un truc qui est pas bien et il pas touche et puis déconnant, voilà. parce qu'il a failli sortir au tour 25. Ah, il s'est fait une petite frayeur. Ouais, c'est pas passé loin. Ok, d'accord, très bien. T'aurais pu, pour compléter le tableau Red Bull, t'aurais pu mettre une Alpha Tauri, t'aurais pu mettre Pierre Gasly en J'ai voulu, place. mais à chaque fois, je le mets et jamais il le fait. Alors cette fois-ci, vu qu'il veut s'amuser à me faire mentir, Pierrot. C'est ça, c'est la martingale. C'est toi, tu penses que t'es sûr qu'il va finir 3e, mais tu le dis pas parce que c'est le signe indien, le signe indien. Fernando. Les enseignements de ce week-end et qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain? Est-ce que au final les écuries vont tirer des enseignements de la course qui a eu lieu pour faire quelque chose de mieux? Ouais, c'est sûr. Je pense que le fait d'avoir déjà, c'est aussi pour ça que cette année, comparé à l'année dernière, ils ont décidé quand même de mettre une gamme de pneus plus tendre pour le deuxième GP. Et déjà vous récoltez de la data, donc inévitablement ça permet, je dirais, aux écuries d'avoir un peu de pas partir de zéro. La data, c'est vite dit. Hein. Moi, quand je vois les cookies sur Internet et que je me retrouve à avoir des pubs pour des trucs que j'ai achetés il y a 2 semaines. La data, c'est génial, mais bon, faut savoir ce qu'on en fait. Hein. Ah tout à fait. Après, ils ont peut-être pas misé sur le bon cheval, hein, donc. Mais pour en revenir au prono, j'ai bien envie quand même de retenter le même prono. Hein. Ok. Je fais copier-coller dans le tableau de pronostics. Fais copier-coller. Bon. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Donc là, on a fait Fernando, on a fait Olivier. Écoute, Charles, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Hein. Est-ce que enfin Valtteri, franchement, il aurait pas fait son tête à queue dans les stands. Il aurait peut-être pu faire quelque chose quand même. Moi, le moteur Honda va finir par craquer. Moi, j'y crois. Un jour, il va claquer. Et pour moi, c'est ce week-end. Et Verstappen ne finira pas le Grand Prix. Et je dis du coup Hamilton, Bottas, Perez. Ah, c'est pas mal ça. Là, on a du. Je passe pour un peintre lundi prochain, hein, c'est sûr. Hein, il y a de grandes chances. Alors, c'est marrant. Soit c'est toi, soit c'est moi. Ok, d'accord. Jacques, tu peux le noter. Hein. Abandon de Verstappen, moi je te le dis. Abandon de Verstappen et pas de Perez. Il n'y a pas les deux moteurs qui explosent. Non, pas tous ensemble. Faut pas déconner. Ça serait marrant. Ça serait quand même un renversement de tendance. Et ça serait rigolo, hein, sur une petite touchette d'Hamilton qui l'envoie dans le décor et au final Hamilton il prend. Ah oui. Ah ouais, non, moi je crois que problème moteur. C'est pas une casse moteur. Mais après, les moteurs. Parce que c'est noté. Parce que j'allais rebondir dessus en disant que ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que Verstappen a un Grand Prix de moteur plus récent que Hamilton. Donc donc c'est pour ça que la casse moteur, je sais pas trop. Hein. Ah, ça prévient pas. Hein. C'est vrai, t'as raison. Ok, par contre, ça arrive dimanche, les gars. Vous m'accueillez en grand seigneur lundi. Hein. Non, mais là, c'est 2 coupes de champagne. Ok, bon, alors moi, je vais faire un truc assez, mettre encore un peu de piment, hein, comme je sais le faire d'habitude. Bien évidemment, donc première place, Lewis Hamilton. Deuxième place, Max Verstappen. Troisième place, Sergio Perez. Voilà, tout simplement, on est dans le... Ça joue le Jéroboam, quand même. Le gars a soif. Ok, non, mais rira bien qui rira le dernier. Hein. Voilà. L'été arrive, il va être bien. Alors, écoutez, on a fait le tour. On peut quand même dire qu'après ce week-end où on est encore de retour sur le Red Bull Ring, on sera ensuite à Silverstone, si je ne m'abuse, et qu'on aura droit pour la première fois à cette course dans la course pour les qualifications, si je ne m'abuse. Donc, nouveauté en Formule 1 qui pourra être intéressante. Mais bon, d'ici là, on a encore une deuxième ration de Red Bull. Écoutez, quelqu'un a un mot de la fin, une info à donner de plus. On a vu que le Grand Prix de Turquie, par exemple, a été remis dans le calendrier. Voilà. Sinon, d'autres points comme ça, à partir de 2023, le Grand Prix de Russie sera plus à Sochi, mais à Saint-Pétersbourg. Oh, je savais pas ça.
Donc, on n'aura plus le dimanche où on met des vibreurs sur un parking, comme avait dit Romain Grosjean l'année dernière. Mais bien un Grand Prix sur circuit classique. Alors normalement, ils sont censés le rallonger d'1 kilomètre, de ce que j'ai compris, par rapport à ce qui est fait actuellement. Mais Sochi, c'est terminé, en tout cas pour le moment. Du coup, il est censé avoir encore 2 Grands Prix sur ce circuit-là. Ok. La Turquie, ça revient cette année? Ouais, apparemment, oui. À la place de Singapour. De la place de Singapour, effectivement. Après, je pense qu'on n'est pas à l'abri quand même qu'il y ait encore des évolutions, parce que malheureusement, et ça, je pense que vous partagerez mon avis, le Covid, c'est pas fini. Visiblement, on est sur un championnat de Formule 1 qui est à l'échelle mondiale, et malheureusement, on voit que avec les variants et machin, il y a du regain un petit peu partout, et chose qu'on peut voir aussi d'ailleurs pour ceux qui regardent le championnat d'Europe de foot, on voit quand même que certains pays qui pensaient avoir mis ça un peu derrière eux, ben ça remonte, et notamment en Russie par exemple, justement à Moscou, Saint-Pétersbourg. Ok. Ouais, non, c'est clair que c'est pas fini. Hein. Après, la saison finit en décembre. Turquie, c'est là où l'année dernière. L'année dernière, c'est pas là où en Turquie il y avait eu l'asphalte qui avait été fait trop tard. Il avait plu. C'est pas là où il y avait eu l'asphalte qui était hyper grasse. Il avait fallu nettoyer. Ouais, c'est ça. Il avait fait trop récent, était trop récent, et du coup, en plus de la pluie. Ça avait rendu le circuit ultra glissant. Mais pas mal, hein, cela dit. Le Grand Prix était pas mal. Ouais. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à de la pluie un petit peu, peut-être sur le Grand Prix de ce week-end, et ça n'a pas eu lieu. Voilà. Mais ils annoncent peut-être aussi, je crois, de la pluie pour. Ouais. Tous les week-ends, Météo France de Charles Carrefour nous annonce la pluie. Hein. Non, attendez, ça c'est possible. On est dans les tableaux. Non, mais il faut qu'on fasse aussi un tableau pronostic météo quand même. Je pense qu'on va y arriver. Ah, mais en vrai, à Spielberg, en Autriche, ils annoncent de la pluie pour le vendredi, samedi, dimanche. Alors, excusez-moi. Non, mais t'as raison. Mais moi, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de mal avec la météo. Moi, à chaque fois, je vais au bureau en vélo. Quand je me rends au bureau, j'y vais en vélo, et à chaque fois je regarde la météo, ça fait 3 semaines qu'à chaque fois il pleut tout le temps, puis en fait il pleut jamais, donc c'est un peu bizarre quoi. Je suis avec mon kawaii ou ma doudoune alors qu'il fait 30 degrés, j'attends l'orage presque, et puis il se passe jamais rien. En tout cas, Hamilton avait fait la pole. J'ai tellement envie d'être sur le trajet de ton vélo. J'ai tellement envie de te voir sur ton kawaii par 30 degrés à vélo, en train de suer et puis en train d'en chier des bulles. J'ai tellement envie de voir ça. Ok les gars, bon bah écoutez, on a fait le tour, et puis on va donc se retrouver la semaine prochaine après ce Grand Prix d'Österreich. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, et puis on se retrouve la semaine prochaine après le dernier virage de ce Grand Prix encore à Spielberg. Salut les gars, à la prochaine. Salut à tous. Accélère.